croit aux fantômes? Plus personne. Notre siècle est un siècle de raison, de logique et de certitude. Quelques mages, 2 ou 3 sorcières, un château hanté de ci de là, n'intéressent plus que les attardés d'un autre âge. Sur Terre, nous connaissons tout. Plus rien ne nous étonne, et il faut un séisme pour nous rappeler que nous sommes prétentieux de l'affirmer. Mais sur mer, cette mer aux 3/4 inconnue, qui recèle encore des trésors cachés et des animaux fabuleux, cette mer qui a le pouvoir de tempête et de sérénité, un visage de lagon ou de gouffre insondable, cette mer nous inquiète encore. Il n'est pas un marin, partant pour une course lointaine, qui ne garde au fond de lui la peur de s'évanouir dans l'océan. Car la mer prend, et ne rend pas toujours. La mer conserve le mystère indispensable aux légendes, et il encourt des légendes sur la mer, autant que de vagues. Voici la ville d'Is, tant de fois immergée, en tant de lieux différents. Voici le triangle des Bermudes. Voici les sirènes et les serpents de mer. Voici enfin les vaisseaux fantômes. Ils existent. Des marins vous diront en avoir vu. Ils vous diront avoir entendu les cris des marins noyés, ceux des sirènes de brume. Et plus ils vous diront, plus les fantômes deviendront fantômes. Ils vous diront, les marins, que sur tel voilier, l'équipage avait disparu laissant les assiettes pleines, le café chaud et les pipes fumantes dans le carré. Ils vous diront que tel cargo, devenu fou, conduit par l'âme de son capitaine vengeur, abordait tous les navires sur son passage pour les éperonner et les couler. Ils vous diront tant de choses que vous en aurez peur. Car les légendes ne naissent pas toutes seules. Il leur faut une vérité première, une terre ou une mer pour prendre racine. Et là où il y a une parcelle de vérité, le fantastique devient logique, la logique magique, et l'on s'y perd avec délice. Je n'en veux pour preuve que le magnifique fantôme de l'Octavius, un voilier anglais disparu en 1751, et dont la silhouette fantastique réapparaît 25 ans plus tard aux yeux effrayés des marins de passage. Il est serti de glace, poudré de givre, orné de stalactites, et semble découpé dans un iceberg. Quel sculpteur monumental a taillé ce chef-d'œuvre? Sur quelle mer inconnue et glacée a-t-il erré en solitaire? Quel est le port mystérieux d'où il a rompu ses amarres de glace? Les marins qui l'observent de loin s'agenouillent pris. Ils supplient leur capitaine de laisser dériver le fantôme. On ne trouble pas l'errance d'une telle apparition. On s'incline et on s'écarte de son passage. On frémit de peur et d'angoisse. On écarquille les yeux sur le prodige et l'on s'apprête à raconter déjà, dans tous les ports du monde, que le squelette blanc d'un navire maudit parcourt les océans en punition d'on ne sait quelle mutinerie. Car ils sont là, les marins de l'Octavius, à leur poste, 28 morts gelés, au visage vivant, aux gestes précis. Le timonier est à sa barre. Le capitaine écrit sur le journal de bord, sa plume n'a pas terminé la phrase. Je suis le seul survivant. Des hommes, accrochés au cordage, scrutent désespérément un océan désert. Dans une cabine, le corps d'une femme est appuyé sur un coude, ses longs cheveux de givre balayant un visage parfait. Elle regarde un homme, à genoux à ses pieds. Il tente de faire du feu à l'aide d'un silex et d'un bout de métal qu'il frotte au-dessus de quelques copeaux de bois. Ce feu mort, ce feu de glace, voulait réchauffer un enfant de 10 ans, aux petits doigts crispés sur une couverture, aux lèvres gercées, ouvertes sur un dernier souffle. Le vaisseau habité de fantômes navigue seul au hasard des bancs de glace. Parti pour la Chine, en 1751, il s'est perdu le long des côtes d'Amérique et a découvert seul, avec son équipage de cadavres, le fameux détroit de Bering que cherchent tous les navigateurs. Et le voilà, après 25 ans de dérive, livré aux regards effrayés d'un équipage anglais, celui du Herald, conduit par le capitaine Warren. Et c'est ainsi que naît la légende, transportée de port en port, de bouge à matelot en quai des brumes. Personne ne veut écouter l'explication du capitaine Warren, qui a arraché le livre de bord de l'Octavius des mains gelées de son capitaine. Il a eu le temps de le lire, lui, ce livre de bord. Il sait que les vivres ont manqué. Il sait que, détourné de sa route, l'Octavius pris par les glaces a résisté 71 jours jusqu'au dernier morceau de lard. Il sait que passagers et marins sont morts de froid et que le froid conserve. Mais personne ne l'écoute. Chacun préfère le vaisseau fantôme, voguant vers un rivage inconnu. Le livre de bord qui raconte l'agonie de l'Octavius est à moitié moisi. Une fois la glace fondue, il est donc particulièrement fragile. Le capitaine du navire découvreur le remet à un matelot. Le matelot, apeuré, saute dans une chaloupe pour regagner son navire et la sécurité. Et là, il perd l'intérieur du livre.
Les pages molles et pourries tombent au fond de la chaloupe. Piétinées, elles se transforment en une bouillie inutilisable que l'on jette à la mer. Plus personne ne saura donc la vérité sur le voilier de glace. On ne connaîtra que les premières pages et les dernières du livre de bord, tout ce qu'il faut à un vaisseau fantôme pour le rester à jamais. Car il le restera. Et ceux qui connaissent son histoire prétendent l'avoir vu de leurs yeux vus et ajoutent à leur récit vécu les anecdotes de leur choix. Navire fantôme porteur de rêves, a-t-on le droit de détruire votre légende? Non. La mer est plus grande, plus forte que nous. Elle a gardé le privilège de nous dépasser et de forcer le respect. Respectons. Voici donc le dernier des vaisseaux fantômes et son incroyable odyssée, dont nous garantissons bien entendu l'authenticité. Car nous ne sommes plus au XVIIIe siècle, mais au XXe, et les témoignages des marins ont gagné en exactitude et en sérénité. Mais tout de même, ce qui va suivre a beau être logique, vérifié et vérifiable, il reste un petit mystère. Comment est-il possible en effet qu'un bateau échappe à la capture et se sauve des hommes tel un animal sauvage? Il s'appelle Beichaimo. Il naît en 1921 au Canada pour faire partie d'une flotte arctique et chasser la baleine. La baleine. Buffon disait qu'il pouvait vivre 1000 ans, cet animal mythique depuis Jonas, terreur des marins pêcheurs en ce début de siècle et paré déjà de toutes les légendes. N'a-t-on pas calculé qu'il faudrait 23 jours et 12 heures à une baleine pour faire le tour du monde à la vitesse de 11 mètres à la seconde? Quoi qu'il en soit, on a déclaré aux baleines en 1921 une guerre de conquête pour en retirer l'huile et les tiges de corset. Le Beichaimo, port d'attache Vancouver sur la côte ouest du Canada, s'attaque immédiatement à la chasse à la baleine et navigue durant 9 saisons, sans le moindre problème. Pour lui, pas pour les baleines, que son équipage massacre à tour de bras et sans le moindre remords. Le Beichaimo est solide. 1300 tonnes d'acier, 2 hélices et un capitaine courageux, Ed Cornwall. Cornwall dirige un équipage de 16 hommes, habitués au danger. On les cite en exemple dans les ports canadiens pour avoir franchi le canal McClintock, réputé si dangereux qu'aucun navire ne s'y était risqué depuis plus de 2 ans. Et voilà le Beichaimo rayé de la flotte des baleiniers. La compagnie qui l'affrète a besoin de lui pour un autre commerce, celui des fourrures. Les peaux d'ours, blancs ou bruns, renards, argentés ou non, traqués par les Esquimaux. Le Beichaimo fait donc route en 1931 vers les côtes d'Alaska. Il est en bon état, âgé de 10 ans, et transporte une cargaison de fourrure évaluée à $1 million qui couvrira bientôt les épaules des grandes dames de ce monde. Les 1300 tonnes de sa coque métallique fendent l'océan Arctique. Nous sommes le 1er octobre 1931. C'est l'aube. Au large, on aperçoit l'île de Wainwright, en Alaska. Puis on ne l'aperçoit plus. Une sorte de nuage floconneux descend du ciel jusqu'à la mer. La neige se prépare en tempête, et pour l'homme de bar, le spectacle est angoissant. L'horizon n'existe plus. La mer n'existe plus. Le bateau n'existe plus. Les hommes errent sur le pont comme des fantômes. Ils ne voient qu'à bout de bras. Puis le nuage se fait pesant, et un vent froid déclenche une tempête d'un autre monde. Elle dure des heures. Elle saoule les hommes et le bateau. Tout ce blanc qui tourbillonne et s'enroule autour des mâts, des cordages, des cheminées. Tout ce blanc qui durcit d'un seul coup, et puis c'est fini. La tempête ne s'éloigne pas. Elle meurt sur le bateau après avoir donné toutes ses forces. Et le Beichaimo est immobilisé, saisi comme une statue de neige, bloqué par la glace qui craque méchamment autour de lui. Le capitaine Cornwall examine les dégâts. Aucun. Mais impossible de manœuvrer. Impossible même de dégager l'ancre, et il y a plus grave, le bateau risque d'être écrasé par les glaces comme une vulgaire noisette. Le capitaine décide alors d'évacuer le Beichaimo. Ils vont établir un camp sur la banquise, un peu plus loin, là où l'épaisseur de glace est solide comme la terre ferme. Il faut faire vite. Les 16 hommes d'équipage dérapent sur le pont gelé comme des patineurs involontaires. Ils transportent les vivres et les couvertures, un sac de charbon pour faire du feu, quelques fourrures pour s'enrouler dedans, et les voilà, en robinson de la glace, à portée de vue du Beichaimo, qui installent leur pénate en grelottant. Leur avenir est bouché dans l'immédiat. Il faut attendre le dégel et espérer que le bateau résistera à la formidable pression des blocs de glace. Dans le meilleur des cas, ils passeront l'hiver sur la banquise et au printemps récupéreront le bateau et sa précieuse cargaison. Dans le meilleur des cas, ils passeront l'hiver sur la banquise et au printemps récupéreront le bateau et sa précieuse cargaison. Le moral des troupes n'est pas gai, on s'en doute.
Les vivres sont calculés et les plus dégourdis envisagent de chasser l'ours et de pêcher dans les trous de glace. Les jours passent sans grand changement. De temps en temps, un homme se risque à bord du Beidschheimo pour apporter une casserole ou un tabouret. Le camp s'organise. Les hommes ont construit une espèce d'igloo dont l'architecture manque un peu d'élégance du point de vue purement inuit. Mais ils l'ont tapissé intérieurement de fourrure et dorment sur du renard blanc avec des oreillers d'hermine. Un mois passe dans ce luxe relatif et un matin, hurlement du marin de garde sur la banquise. « Le bateau! Il a disparu !» Plus de Beidschheimo en effet. Le navire a rompu ses amarres de glace et flotte Dieu sait où dans le brouillard hivernal. L'équipage se met en route sur la banquise à la recherche d'un poste de secours. La marche est longue et pénible. Le poste de secours, c'est un village d'Esquimaux où les hommes pourront trouver des traîneaux à chiens et des igloos un peu plus confortables que les leurs. Ils sont installés depuis quelques jours seulement lorsqu'un chasseur esquimau rejoint le village, l'air excité. Le capitaine Cornwall ne parle pas la langue, mais il comprend par geste que le chasseur a vu un bateau. Et au miracle, il arrive à comprendre également que ce bateau se trouve à quelques 45 milles au sud-ouest de son point de départ. Il semble naviguer seul et parfaitement bien. Tout l'équipage reprend espoir et c'est la course-poursuite. Les hommes et les traîneaux à chiens sur la banquise foncent en direction du bateau. C'est bien lui, c'est le Beidschheimo. Il a accosté tout seul. Il s'est encastré dans un port de glace. Il a l'air d'un cheval revenu à l'écurie. C'est étrange. Avec précaution, les marins avancent sur la jetée blanche et montent à bord. Aucun doute cette fois, le Beidschheimo ne bougera plus. Alors ils déchargent la précieuse cargaison, ballot par ballot, résignés à passer l'hiver chez les Esquimaux. La plus grande partie du chargement est empilée autour du camp. Le travail est dur. Les mains, les visages sont creusés de brûlures dues au froid. L'équipage épuisé se repose une nuit avant d'achever la tâche. Le lendemain, le port de glace est vide. Une nouvelle fois, le Beidschheimo a rompu ses amarres. Une nouvelle fois, la banquise qui le retenait prisonnier l'a relâché. Cette fois, les hommes ont presque peur, car à la place du Beidschheimo, la glace qui a dû se fendre pour lui livrer le passage s'est ressoudée, comme si de rien n'était, comme pour brouiller la piste du bateau fantôme. Car le Beidschheimo est à présent un bateau fantôme. Il a définitivement abandonné son équipage. Il s'est laissé délester, allégé avec une relative bonne volonté, mais pressé de repartir à l'aventure, il n'a pas attendu la fin des opérations de déchargement. L'équipage livré à lui-même passe l'hiver chez les Esquimaux et trouve au printemps un autre navire pour regagner Vancouver. Pendant ce temps, le Beidschheimo se promène. 6 mois plus tard, des prospecteurs l'aperçoivent au large de l'île Herschel. Le pont est désert, le bateau a l'air en parfait état. Il navigue en douceur. Les prospecteurs mettent un canot à la mer et montent à bord. Aucune avarie. Les choses sont en place, le poste de gouvernail est intact. Mais comment le remorquer? Les prospecteurs ne disposent pas de câbles suffisamment solides pour aller le Beidschheimo. Ils retournent à terre pour discuter du meilleur moyen de capturer ce navire abandonné. Et comme il fallait s'y attendre, le lendemain, plus de Beidschheimo. Il n'a pas l'intention de se laisser prendre. Sur la côte nord de l'Alaska, son histoire commence à se répandre. On l'appelle le baladeur. Et en 1933, un an plus tard, alors qu'il dérive tranquillement au large de la pointe Barrow, dans la mer de Beaufort, 30 Esquimaux le prennent d'assaut. Sur leur légère embarcation, ils n'ont pas fait de bruit, et le Beidschheimo, pourtant méfiant, se laisse visiter. Les pêcheurs inuits ne sont pas tranquilles. Ils courent tant de légendes sur les bateaux fantômes. Peu à peu rassurés, les voilà qui fouillent la cale et les cabines à la recherche d'un trésor quelconque. Et brusquement, avec une rapidité diabolique, une tempête de neige s'abat sur eux, si violente et si soudaine que les Esquimaux morts de peur la croient déclenchée par le navire lui-même. Leurs embarcations sont balayées par la tempête, et les voilà prisonniers à bord du Beidschheimo. Le bateau dérive à une vitesse folle, pendant 10 jours, secouant son équipage involontaire comme une poignée de marionnettes. Et il n'y a rien à manger à bord, et rien à boire pour ces 30 prisonniers. Au bout de 10 jours, enfin, la tempête se calme un peu, et le Beidschheimo s'approche lentement d'un morceau de banquise flottante. Les Esquimaux, épuisés, malades, parviennent à y descendre, et s'embarquent précipitamment sur ce radeau providentiel, trop heureux de quitter ce navire diabolique. Ils dérivent longtemps avant de rejoindre enfin la terre ferme. 3 pêcheurs mourront avant l'arrivée, et les autres, à demi fous, raconteront leur aventure avec force détails fantastiques. Et pour cause. Aucun d'eux n'était capable de gouverner le Beidschheimo. De toute façon, la tempête ne le permettait pas. Voilà le bateau fantôme, sûr de sa légende,
errant dans les mers glacées en toute liberté. Des baleiniers l'aperçoivent, il fuit avant de se laisser accoster. Un cargo le prend en chasse, il disparaît dans le brouillard avec une étonnante facilité. Des pêcheurs esquimaux le croisent, mais il fuit en reconnaissant la silhouette du navire meurtrier. En 1934, tout de même, la goélette Trader se trouve nez à nez avec lui. Le capitaine, qui n'a pas peur des fantômes, monte à bord avec 2 hommes. Il découvre des balles de fourrure éventrées, des caisses vides, des échantillons de minerais, des livres, et une machine à écrire rouillée. Des cartes sont répandues sur le pont, gelées et raides comme du bois. Le capitaine de la goélette regagne son bord et réfléchit à la manière de remorquer sa prise sans dommage, car dans ces mers dangereuses, un remorquage n'est pas une mince affaire. Il n'a pas le temps de réfléchir longtemps. À peine 10 minutes. Le Beichamp s'écarte avec dédain, un courant complice l'entraîne à nouveau, et en 1 heure, il est hors de portée. C'est le diable en personne. Un autre capitaine l'aperçoit encore à la fin de l'année 1939 et le prend en chasse. Hugh Paulson est un téméraire. Il prend le Beichamp à l'abordage et le voyant en parfait état décide lui aussi de le ramener. Il a ce qu'il faut, d'excellents cordages et son propre navire est solide. Voilà enfin le Beichamp captif. Non, le temps se met au noir, l'océan se soulève de rage, les filins cassent et dans un craquement victorieux, le Beichamp s'envole littéralement dans la tempête, son ami. Plus personne jamais ne pourra l'approcher. Il se cache. La mer est sa complice, la neige et la glace lui font des ports invisibles. En 1956, c'est-à-dire 25 ans après sa première escapade, le Beichamp aperçoit des Esquimaux, alors qu'il se dirige vers le nord dans la mer de Beaufort. Il les dédaigne et disparaît majestueusement, libre, comme le vent. Aucune avarie ne l'attaque, aucune tempête ne le coule, aucun iceberg ne l'écrase, aucun marin ne le capture, aucun port ne le retient. Où est-il à présent ? Personne ne l'a revu. Son histoire court les mers et, lui aussi, sans capitaine et sans équipage. Il est le dernier des vaisseaux fantômes, le seul à avoir parcouru autant de milles sur la mer et pendant 25 ans sans jamais se laisser prendre. Certains marins qui en parlent encore affirment que le Beichamp a une volonté d'indépendance, comme d'autres bateaux qui s'enfuirent avant lui. Le bulletin de la National Geographic Society dit plus simplement qu'il a toujours échappé aux tentatives de capture. Et son commentaire s'arrête là. Quelqu'un peut-il dire où se trouve l'épave du Beichamp ? Et s'il est mort captif ? Sinon, il faudra en conclure que le baladeur indomptable a fini sa vie un soir de tempête et qu'il a gagné en toute sérénité le fond calme des océans pour y mourir à son aise dans les noirs abysses, ainsi qu'il le voulait.